Le cliquetis des menottes résonna dans le couloir du tribunal judiciaire de Paris comme un sombre présage. Adèle Dubois, 19 ans, tituba entre deux policiers, sa robe usée encore maculée d'un sang qui n'était pas le sien. Le montant de la caution avait été fixé à 50 000 €. Une fortune impossible pour quelqu'un qui dormait sous les ponts du 18e arrondissement. Dans la salle d'audience numéro 7, le juge Antoine Lefebvre ajusta ses lunettes à monture dorée qui avaient coûté 3 000 €. 42 affaires jugées ce mois-là, 42 condamnations. L'efficacité était sa marque de fabrique. En voyant la prévenue entrer, cheveux ébouriffés, cernes profonds, mains tremblantes, quelque chose dans sa poitrine se durcit davantage. Une autre criminelle, une autre sentence facile. Affaire numéro 3847B, annonça le greffier. Vol à main armée, dégradation de biens, coups et blessures aggravées. Le procureur Marc Dupont se leva avec la confiance de celui qui n'avait pas perdu une seule affaire en 3 ans. Son costume Armani, à 8 000 € brillait sous les lumières fluorescentes. Étala des photographies sur la table. L'épicerie du quartier détruite, des étagères renversées, des produits dispersés sur le sol, du sang formant une flaque près de la caisse. La blessure au bras de Mathieu Pelletier, 28 ans, fils de la propriétaire. « Monsieur le juge », commença Dupont, la voix empreinte d'une indignation répétée. « Nous avons ici un cas manifeste de violence urbaine. La prévenue a été trouvée tenant une arme de calibre 38. L'établissement commercial de Madame Nicole Pelletier complètement détruit. Préjudice estimé à 30 000 €. Le fils de la victime, présent au moment des faits, a subi une blessure par arme à feu. Adèle gardait les yeux fixés sur le sol. Ses mains menottées tremblaient non par peur, mais par quelque chose de plus profond. Un épuisement qui venait d'années à lutter contre un système qu'il avait rejeté à l'âge de 15 ans, jugé trop âgé pour le foyer Sainte-Claire du 19e arrondissement, sans solution alternative valable. L'avocate de la défense, maître Chloé Roussel, jeune diplômée et commise d'office, se leva avec hésitation. Son blazer à 200 € acheté en promotion contrastait brutalement avec l'environnement. Elle avait tenté de parler à Adèle à 3 reprises. À 3 reprises, la jeune femme était restée silencieuse. « Monsieur le juge, ma cliente présente un historique de vulnérabilité sociale. Elle a passé son enfance dans des institutions d'accueil. Elle a été victime du système. Maître, interrompit Antoine, l'impatience évidente. Un passé difficile ne justifie pas les crimes. Nous avons des preuves matérielles. Un témoin oculaire. La prévenue a été prise en flagrant délit. Avez-vous quelque chose de concret à présenter, maître ? Chloé déglutit. Elle regarda Adèle, qui leva enfin le visage. Il y avait quelque chose dans les yeux de la jeune femme. Ce n'était pas du désespoir, c'était de l'attente. Je souhaite appeler le témoin à charge, Mathieu Pelletier. Mathieu Pelletier monta à la barre des témoins d'un pas calculé. Polo Ralph Lauren, montre Tag Heuer au poignet. Il décrivit en détail comment Adèle avait pénétré dans la boutique, pointé l'arme, exigé de l'argent. Comment il avait tenté de défendre sa mère et avait été blessé par balle au cours de l'agression. Elle est dangereuse, monsieur le juge. Menace pour la société. Mais ce que nul dans cette salle ne savait, c'est que la vérité était sur le point d'éclore d'une manière absolument inattendue. Ce qui allait se produire dans les prochaines minutes changerait pas seulement le destin d'Adèle, mais ébranlerait les fondations mêmes de ce tribunal. Et tout commencerait par une simple affirmation qui résonnerait comme le délire d'un esprit désespéré. 3 mois auparavant, Adèle dormait sous un pont du 18e arrondissement, au cœur de Paris. Le sac à dos déchiré qu'elle portait contenait toute sa vie. 2 tenues de rechange, une couverture et 12 livres en différentes langues, son trésor le plus précieux, glané au fil des ans grâce aux dons des bibliothèques publiques. 6 ans, au foyer Sainte-Claire, elle avait découvert une petite étagère poussiéreuse dans le sous-sol. Des livres donnés dont personne ne voulait. De vieilles grammaires, des dictionnaires jaunis, des romans en langues étrangères. Tandis que les autres enfants jouaient,
Adèle dévorait les mots. Le français à 8 ans, l'espagnol à 9 ans, l'anglais, l'italien, l'allemand. Chaque langue était une porte vers un monde où elle n'était pas juste une orpheline invisible de plus. Les religieuses trouvaient cela étrange, mais n'interféraient pas. Cela maintenait la jeune fille tranquille, loin des ennuis. Quand elle eut 15 ans et fut émancipée, un joli mot pour jeter à la rue. Adèle emporta avec elle le savoir accumulé au cours de 9 années d'études obsessives. Dans la rue, elle continua d'apprendre. La bibliothèque publique le jour, quand on la laissait entrer. La nuit, sous les réverbères, déchiffrant le mandarin, l'arabe, le russe. C'est au cours d'une de ces nuits que Madame Nicole la rencontra. La femme de 63 ans rentrait tard de son épicerie. Troisième agression cette année-là, elle était exténuée, défaite. Elle vit la jeune femme, sous le réverbère, lisant un gros livre à la lumière jaunâtre. Quelque chose dans cette image, la détermination au milieu de l'abandon, toucha son cœur. « Tu as faim, ma petite ?» Adèle leva les yeux. Elle y vit une bonté authentique, chose rare dans son monde. Madame Nicole la conduisit à la boutique. Elle lui offrit de la nourriture, un bain, une chance. « J'ai besoin d'aide ici. Je paye le SMIC, environ 1200 € net, mais c'est un travail honnête. » Dès les premières semaines, les clients commencèrent à remarquer quelque chose d'extraordinaire. La jeune femme qui rangeait les étagères répondait en français aux touristes égarés. Elle expliquait les produits en espagnol à la dame argentine. Elle négociait en arabe avec le propriétaire du restaurant syrien du coin de la rue. La nouvelle se répandit. À l'épicerie de Madame Nicole, la vendeuse parlait toutes les langues. Le mouvement tripla. Des gens affluaient des quartiers lointains, désireux de vérifier si la rumeur était fondée. Adèle accueillait chacun dans sa langue maternelle, tissant des liens qui transformaient un simple achat en une véritable expérience humaine. Madame Nicole augmenta son salaire à 1800 € et aménagea une petite chambre à l'arrière du magasin. Pour la première fois depuis 4 ans, Adèle avait un foyer. « Tu es ma fille, maintenant », déclara Madame Nicole un soir, les larmes aux yeux. « La fille que la vie m'a donnée quand je pensais être seule. » Mais tout bascula avec le retour de Mathieu. Le fils de Madame Nicole avait disparu depuis 2 ans. Problème de toxicomanie, dette de jeu, mauvaise fréquentation. Il réapparut un jeudi pluvieux, amaigri, les yeux cernés, désespéré. Il devait 80 000 € à des individus dangereux, des personnes qui n'acceptaient aucune excuse. « Maman, j'ai besoin de cet argent. »« Je sais que tu l'as. Les économies de papa. » Madame Nicole avait économisé 100 000 € au fil de 40 années de labeur. C'était sa sécurité pour ses vieux jours. Mathieu le savait, et il était prêt à obtenir cet argent par tous les moyens. Adèle observa la tension croître jour après jour. Mathieu rôdait autour du magasin, pressant sa mère, proférant des menaces voilées. Madame Nicole dépérissait, la peur rongeant sa santé. Le jour de l'incident, Adèle arriva plus tôt. Elle entendit des cris provenant du bureau. Elle courut. La scène qu'elle découvrit se graverait à jamais dans sa mémoire. Mathieu pointant une arme sur sa propre mère. « Maman, c'est la dernière fois que je te le demande. » La voix de Mathieu était altérée. La sueur perlait sur son front. L'arme tremblait dans ses mains, mais son doigt était sur la gâchette. Madame Nicole pleurait, recroquevillée derrière le bureau. « Mon fils, s'il te plaît. » Adèle ne réfléchit pas. Elle attrapa un presse-papier en bronze sur l'étagère et avança. Mathieu se retourna au dernier instant. Une lutte s'ensuivit. L'arme fit feu, la balle siffla, brisant la fenêtre. Les étagères furent renversées dans la confusion. Mathieu tenta de récupérer l'arme. Mais Adèle la repoussa du pied. Il avança furieux, elle le poussa. Il trébucha, son bras heurta le coin de la table, ouvrant une coupure profonde. « Misérable !» hurla-t-il, pressant sa blessure. « Tu vas payer pour ça !» L'arme avait glissé près de la porte. Adèle se précipita, s'en empara et la pointa sur Mathieu. « Sors d'ici, tout de suite !» Ce fut à ce moment précis que la police arriva. Des voisins avaient entendu le coup de feu
et appelez les urgences. Les policiers ne virent que le tableau final. Adèle avec l'arme, Mathieu saignant, le magasin saccagé, Madame Nicole sous le choc. « C'est elle !» s'écria Mathieu immédiatement. « Elle a tenté de nous cambrioler. Elle m'a tiré dessus. » Madame Nicole était paralysée. Son fils la fixait avec des yeux qui promettaient vengeance si elle le contredisait. Les personnes dangereuses à qui il devait de l'argent, s'il était arrêté, elles viendraient derrière elle. La peur fut plus forte. Elle acquiesça silencieusement quand les policiers lui demandèrent si elle confirmait cette version. Adèle fut menottée sans résistance. Elle ne dit pas un mot, ni sur le chemin du commissariat, ni pendant l'interrogatoire, ni même à son avocate. Elle garda la vérité, attendant le moment propice. Désormais, au tribunal, ce moment était venu. Le juge Antoine Lefebvre était prêt à prononcer la sentence. 5 à 8 ans pour vol à main armée, avec circonstances aggravantes. Un cas classique, sans ambiguïté apparente. Avant le prononcé de la sentence, dit-il, suivant le protocole, la prévenue souhaite-t-elle s'exprimer. Adèle se leva lentement. Les menottes cliquetèrent. Elle regarda directement le juge et, pour la première fois, prit la parole. « Monsieur le juge, vous êtes sur le point de condamner une innocente. Mais avant cela, j'aimerais faire une déclaration qui pourrait sembler dénuée de pertinence. Je parle 10 langues couramment. » Le silence dura 3 secondes. Puis Antoine Lefebvre rit. Un rire sec, dédaigneux. « Mademoiselle Dubois, les délires de grandeur ne sauraient en rien améliorer votre situation. » Ce n'est pas un délire. Sa voix était désormais ferme. Et je peux le prouver à l'instant même. Le procureur Marc Dupont roula des yeux. « Monsieur le juge, ceci est manifestement une tactique désespérée. »« 5 minutes, l'interrompit Adèle. 5 minutes seulement. N'importe qui dans cette salle peut me mettre à l'épreuve. N'importe quelle langue. » Dans l'assistance, un homme d'origine japonaise murmura quelque chose à son épouse. Une femme voilée d'un hijab se pencha en avant, la curiosité piquée. Un homme d'affaires italien, qui suivait le procès pour d'autres motifs, fronça les sourcils. « C'est ridicule, » commença Antoine Lefebvre, mais il fut interrompu. « Je la mets à l'épreuve. » L'homme japonais se leva. « Si vous le permettez, monsieur le juge. » Antoine Lefebvre hésita. L'irrégularité manifeste de la requête, mais la curiosité, presque morbide, de voir la prévenue s'humilier publiquement l'emporta. « Fort bien. 2 minutes. » L'homme s'approcha et lança une question complexe en japonais, portant sur la philosophie shintoïste. Adèle répondit non seulement avec exactitude, mais avec des nuances dialectales de Kyoto. L'homme écarquilla les yeux, posa une autre question, cette fois sur la littérature classique. La réponse fut encore plus élaborée. Le brouhaha commença. La femme voilée se leva, sollicita la permission d'un geste. Elle s'exprima en arabe sur la poésie soufie. Adèle non seulement répondit, mais cita Rumi dans le texte original. Le tribunal explosa en conversation parallèle. Des personnes se levaient, s'offrant pour la mettre à l'épreuve. Un Français l'interrogea sur Proust, un Allemand sur Goethe, quelqu'un parla russe, un autre tenta le mandarin. Adèle répondait à tous, alternant entre les langues avec une aisance déconcertante, citant la littérature, discutant des nuances culturelles, allant jusqu'à faire des plaisanteries que seuls des natifs auraient pu saisir. Le rire dédaigneux d'Antoine Lefebvre s'était éteint dans sa gorge. Le procureur Marc Dupont était bouche bée. Maître Chloé Roussel retenait ses larmes. En 15 minutes, 10 langues avaient été démontrées avec une maîtrise académique. Juge Lefebvre, visiblement ébranlé, parvint enfin à articuler. « Comment est-ce possible? Où avez-vous acquis une telle maîtrise ?» Adèle, d'une voix empreinte d'une dignité inattendue, répondit « Seul, monsieur le juge. Dans les foyers, les bibliothèques municipales, sous les réverbères de la ville. Pendant que vous me jugiez sur les apparences, je portais des mondes entiers en mon esprit. Shakespeare et Cervantes, Goethe et Confucius, Dostoïevski et Rumi, tous résident ici. » Elle effleura sa tempe du bout des doigts. «
même lorsque la société m'a rejeté, me jetant aux oubliettes. Le silence qui s'ensuivit était d'une profondeur assourdissante, suspendant le souffle de l'Assemblée. La voix du juge Lefebvre, désormais rauque, rompit enfin cette immobilité. Pourquoi cela est-il pertinent? Parce que si j'avais effectivement pénétré dans cette boutique avec l'intention de dérober, pourquoi Madame Nicole m'aurait-elle employé pendant 3 mois? Pourquoi des clients auraient-ils fait le détour, venant parfois de loin, uniquement pour être servis par mes soins? J'avais transformé cette modeste épicerie du quartier en un véritable carrefour culturel. J'avais un salaire, un toit et même une femme qui me considérait comme sa fille. Pourquoi aurais-je détruit cela, monsieur le juge? Mais les preuves, commença le juge, l'argument semblant s'évaporer sur ses lèvres. Les preuves, monsieur le juge, ne révèlent que la conclusion d'un enchaînement, non son origine. Mathieu Pelletier doit 80 000 € à des trafiquants de drogue. Je vous invite à vérifier. Il a menacé sa propre mère avec cette arme. Je suis intervenu pour la protéger. Les dégradations sont survenues durant notre altercation. J'ai saisi l'arme afin de défendre Madame Nicole. La police est arrivée et n'a perçu que la scène finale. C'est un mensonge éhonté, hurla Mathieu depuis l'assistance, se levant d'un bond, le visage déformé par la rage. Adèle, imperturbable, rétorqua d'une voix posée, presque murmurée, mais parfaitement audible. « Alors, monsieur le juge, pourquoi Madame Nicole n'est-elle pas présente aujourd'hui? La prétendue victime, la propriétaire de l'établissement, n'est-elle pas venue assister au procès de la personne qui l'aurait agressée ?» Le juge Lefebvre fronça les sourcils, une expression grave assombrissant son visage. C'était une anomalie flagrante, extrêmement irrégulier. « Faites amener Madame Nicole Pelletier sur-le-champ », ordonna-t-il d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. Quand bien même il faudrait recourir à un mandat d'amener. L'attente s'étira, pesante, pendant 40 longues minutes. Lorsque Madame Nicole fit son entrée, soutenue par 2 agents de police, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Son regard croisa celui d'Adèle, et des larmes silencieuses commencèrent à rouler sur ses joues burinées. « Madame Pelletier, » reprit le juge Lefebvre d'un ton d'une gravité solennelle, « vous êtes sous serment. Le parjure est un crime. Je vous demande la vérité, toute la vérité. Adèle Dubois a-t-elle tenté de vous agresser? » Le silence se fit à nouveau, plus lourd encore. Mathieu fixait sa mère, ses yeux projetant une menace palpable. Madame Nicole, le regard hésitant, se posa sur Adèle, sur cette jeune femme qui avait tout risqué pour la sauver et qui à présent en subissait les conséquences. « Non !» souffla-t-elle, le mot à peine audible, un murmure déchirant. « Adèle, Adèle m'a sauvé la vie. » Une clameur de stupéfaction et d'indignation éclata dans la salle d'audience. Mathieu proféra des injures, tenta de se jeter sur sa mère, mais fut immédiatement maîtrisé par les gendarmes. Madame Nicole, effondrée, éclata en sanglots et entre 2 sanglots révéla la terrible vérité. Les menaces incessantes de son fils, l'argent de ses économies extorquées, l'arme brandie et comment Adèle avait risqué sa propre vie pour la défendre. « J'avais peur, » confessa-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Peur de lui, peur des voyous à qui il devait de l'argent. Mais je ne peux plus. Je ne peux pas laisser cette jeune femme, qui a été pour moi plus qu'une fille de mon propre sang, payer pour son crime. » Le procureur Marc Dupont se leva d'un bond, son visage affichant un mélange de gravité et de résolution. « Monsieur le juge, devant la lumière apportée par ces nouveaux éléments irréfutables, le ministère public requiert l'abandon des poursuites contre Adèle Dubois et sollicite le placement en détention provisoire immédiate de Mathieu Pelletier pour tentative d'extorsion, faux témoignage et violence aggravée. » « Décision rendue favorable, » déclara Antoine, frappant le marteau. « Mathieu Pelletier, placement en détention provisoire immédiate. Adèle Dubois, acquitté de toutes les accusations. Retirez-lui les menottes, immédiatement. » L'agent de police libéra les poignets d'Adèle. Les marques rouges des menottes contrastaient avec la pâleur de sa peau. Elle massa ses poignets
encore sous le choc de ce revirement inattendu. Mademoiselle Dubois. Antoine se leva, un geste inédit en 15 ans de magistrature. Ce tribunal vous doit des excuses. Je vous dois des excuses. Je vous ai jugé sur votre apparence, sur votre condition sociale, sur les stéréotypes que je porte en moi. J'ai failli commettre une injustice irréparable. L'assistance applaudit. Des vidéos du procès circulaient déjà sur les réseaux sociaux. La jeune fille aux 10 langues devait devenir virale en quelques heures, mais Adèle n'en savait encore rien. Madame Nicole s'approcha, hésitante. « Ma petite, pardonne-moi, pardonne-moi. » Adèle l'étreignit, mais quelque chose s'était brisé entre elles. La confiance, une fois trahie, laisse des cicatrices indélébiles. Vous aviez peur, je comprends, mais j'ai besoin de temps. Maître Chloé Roussel souriait et pleurait simultanément. Vous avez été incroyable, vous avez tout changé à vous seul. Je n'ai rien changé, répondit Adèle. J'ai seulement montré qui j'ai toujours été. Le problème, c'est que personne n'a jamais pris la peine de regarder. En sortant du palais de justice, la réalité la frappa de plein fouet. Elle est libre, mais où irait-elle? L'épicerie n'était plus qu'un souvenir douloureux. Les rues l'attendaient-elles de nouveau? Les premiers reporters commençaient déjà à s'agglutiner. Des micros surgissaient de toutes parts. Comment avez-vous appris tant de langues? Allez-vous poursuivre l'État? Quel est votre message pour les autres jeunes sans-abri? Adèle recula, la panique lui montait à la gorge. Après des années d'invisibilité, être le centre de toutes les attentions était terrifiant. C'est alors qu'une main ferme la tira loin de la foule. « Par ici », dit Philippe, l'assistant du juge Antoine, la guidant vers une sortie latérale. « Monsieur le juge Antoine aimerait s'entretenir avec vous en privé, sans robe, juste en tant qu'homme. » Dans un café en face du palais de justice, Antoine paraissait plus petit sans sa robe de magistrat, plus humain, plus vulnérable aussi. Les mains qui avaient tenu le marteau pour presque la condamner tremblaient légèrement tandis qu'il remuait son café. « Savez-vous combien de dossiers j'ai traités ce mois-ci » demanda-t-il sans préambule. « 42. Savez-vous combien de prévenus j'ai réellement écoutés? Aucun. Je regardais des dossiers, pas des personnes. Des chiffres, des statistiques, de l'efficacité. Et maintenant » demanda Adèle, sincèrement curieuse. « Maintenant, je ne peux m'empêcher de penser à combien d'Adèle j'ai envoyé en prison. Combien de talents, combien d'histoires, combien d'injustices j'ai validées au nom de la productivité. » Le silence s'étendit entre eux. De l'autre côté de la fenêtre, l'agitation au tribunal judiciaire de Paris persistait. Des policiers s'efforçaient d'organiser la sortie de Mathieu, désormais menotté, tandis que Madame Nicole était prise en charge par des assistantes sociales. Aujourd'hui, j'ai appris une leçon que j'aurais dû assimiler il y a bien longtemps, poursuivit Antoine. Le système que je représente, nous vous avons délaissé dès votre naissance. Foyer, rue et presque la prison. Et pourtant, vous vous êtes instruite, vous êtes restée intègre, vous avez sauvé une vie. Je n'ai pas eu le choix, répondit Adèle. Apprendre était la seule manière de rester saine d'esprit. Chaque langue était une preuve de mon existence, de ma valeur, même lorsque le monde affirmait le contraire. Je souhaite vous faire une proposition, dit Antoine en se penchant. Mon cabinet privé a besoin d'une interprète. Je travaille sur des affaires internationales, avec des entreprises multinationales, des accords complexes. Le salaire initial serait de 3 800 €, avec une perspective d'évolution. Et plus important encore, je financerai vos études universitaires, lettres, droit ou tout ce que vous choisirez. Adèle examina son visage. Elle laissait là de la culpabilité, mais aussi autre chose, de la détermination. Un homme cherchant à réparer ce qui pouvait encore l'être. Par culpabilité, par justice, et oui, par culpabilité aussi. Mais surtout parce que gâcher votre talent serait un autre crime. Et parce que, il hésita, parce que j'ai besoin de quelqu'un comme vous pour me rappeler de voir au-delà des apparences, pour me maintenir intègre. 3 800 € était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. Et l'université? Intégralement. Livres, matériel, tout. C'est le moins que je puisse faire. 3 ans plus tard, Dr Adèle Dubois ajusta sa robe avant d'entrer dans la salle d'audience.
À 22 ans, elle était la plus jeune interprète assermentée de la Cour pénale internationale de La Haye. L'affaire du jour impliquait des réfugiés syriens, et elle serait la voix entre les mondes, comme elle l'avait toujours été. Son appartement à La Haye était modeste, mais lui appartenait. Sur les étagères, des livres en 15 langues désormais. Elle n'avait jamais cessé d'apprendre. Sur la table, une photo avec Madame Nicole, prise le Noël précédent. Le pardon était venu lentement, mais il était venu. La vieille dame avait vendu l'épicerie du quartier et vivait paisiblement dans une maison de repos, partiellement financée par Adèle. Mathieu purgeait sa peine. 5 ans pour tentative d'extorsion et faux témoignages. Ses dettes envers les trafiquants avaient été réglées grâce à la vente de l'épicerie du quartier, l'épargnant ironiquement d'un destin tir. Le juge Antoine transforma cet épisode en croisade personnelle. Il créa le projet Seconde Chance judiciaire, réexaminant les dossiers de prévenus socialement vulnérables. 18 condamnations injustes furent annulées la première année. Il maintenait un contact hebdomadaire avec Adèle. Une amitié improbable née de la honte et de la rédemption. Maître Chloé Roussel devint procureur. Elle se spécialisa dans les affaires de violence domestique et de vulnérabilité sociale. Adèle m'a enseigné que la vérité se dissimule parfois sous l'apparence de l'impossible, confiait-elle lors de ses conférences. La vidéo du procès totalisait 50 millions de vues. Des invitations à des conférences, des offres d'emploi, des propositions d'édition de livres affluaient. Adèle les refusa presque toutes. La célébrité ne l'intéressait guère. Elle accepta cependant de s'exprimer dans des écoles publiques et des foyers, véhiculant toujours le même message. Le savoir est la seule chose que personne ne peut vous arracher. Ni la pauvreté, ni l'abandon, ni les menottes. Chaque mot que vous apprenez est une brique posée sur le ton qui vous mènera hors de votre situation actuelle. Ce matin-là, à La Haye, avant d'entrer au tribunal, Adèle reçut un message. Il provenait d'une jeune fille de 14 ans, orpheline comme elle l'avait été, qui lui confiait avoir commencé à étudier le français après avoir entendu son histoire. « Je sais déjà dire, je ne suis pas invisible. » Adèle sourit, rangea son téléphone portable. Elle pénétra dans l'enceinte du tribunal international où sa voix d'attirer des ponts entre les cultures, les langues et les justices. La jeune fille qui dormait sous les ponts traduisait désormais des traités de paix. Celle qui fut menottée pour un crime qu'elle n'avait pas commis s'assurait à présent que d'autres seraient entendus dans leur propre langue. Chaque mot qu'elle traduisait était une petite révolution. Chaque langue, une porte qui s'ouvrait. Et quelque part, une jeune orpheline conjuguait des verbes en français sous la lumière d'un réverbère, rêvant de bâtir ses propres ponts. La véritable justice, Adèle l'avait appris, n'arbore pas seulement la toge et le marteau. Parfois, elle s'exprime en 10 langues et refuse d'être réduite au silence. Parfois, elle survit au pire que le monde puisse offrir et choisit pourtant de construire des ponts là où d'autres avaient érigé des murs. Et toujours, elle rappelait que nul n'est uniquement ce qu'il paraît être.